suis thérapeute de couple et donc j'accompagne beaucoup de couples dans les différentes phases de leur vie, puisque ça peut être avant de se marier, hein, pour une bonne préparation. Ça peut être pendant le mariage, pour pouvoir peut-être donner une meilleure dynamique, ou alors lorsque le mariage bat de l'aile. Et sinon, ça peut être aussi lorsqu'il y a besoin de se séparer. Alors, je pense que réellement, tout ce qui fait la différence d'un couple qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est réellement une question de training. Est-ce que je mets les bons ingrédients à l'intérieur de mon couple pour le faire fonctionner? Vous le savez mieux que moi, parfois, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et on donne le pire de nous-mêmes. Et je pense qu'un couple, ça ne s'invente pas. Un couple, ça se travaille au quotidien, comme je vous le disais la semaine dernière. C'est vraiment, en fait, le début d'une grande aventure. Ce n'est pas quelque chose de défini, ce n'est pas parce qu'on s'est apprécié, on s'est rencontrés, les traits de caractère correspondaient, que ça y est, c'est terminé. C'est là où tout commence. Et c'est souvent là où on attend. On est au suiveur, où on attend. Et finalement, à mon sens, c'est là où démarre le problème du couple. Alors, tout ce que je vais vous dérouler, et ce que j'ai pu vous dérouler la semaine dernière, d'ailleurs, s'il y en a certaines qui n'étaient pas là, c'est OK, vous pouvez le retrouver sur le site de OL Shmuel. Je pense qu'il y a la conférence a été mise en ligne, donc vous pouvez peut-être prendre cette première partie qui me semblait essentielle, parce que c'est important de pouvoir mettre les fondamentaux, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est sûr qu'en 1 heure, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est assez prétentieux de pouvoir dérouler, mais j'ai essayé de vous apporter en fait les résultats de ce qu'on appelle d'une observation, voilà, c'est le cas. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu comprendre au travers de nombreuses heures de coaching que j'ai pu donner à beaucoup de couples et les résultats obtenus. Donc, on va essayer de continuer à avancer. On avait, la fois dernière, commencé à parler de 3 fondamentaux. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un premier temps, avant de citer les fondamentaux, on avait parlé de l'importance du projet de vie du couple. Hein. C'est vraiment ce qui va leur permettre de maintenir leur couple lorsque, il y a par moments des tsunamis ou alors, des désaccords. Lorsqu'on sait pourquoi on est ensemble, les choses sont beaucoup plus simples et lorsqu'il y a des moments où c'est compliqué, on sait également où se raccrocher. Nous avons, toi et moi, un projet de couple et c'est ce qui nous rend forts face à l'adversité de la vie parce qu'il est clair qu'un couple, c'est une cellule en formation et il y a des bons moments et des moments plus compliqués. Donc, on avait démarré à présenter les 3 thématiques importantes, c'est-à-dire les 3 fondamentaux absolument à installer. Et on avait parlé dans un premier temps d'un des 3 fondamentaux qui s'appelait la responsabilité. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé en parlant de responsabilité, on avait dit que quelque part, une personne qui n'est pas responsable, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager et qui en fait ne fera jamais avancer la cellule couple. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas moi le responsable, mais toi, automatiquement, il n'y a pas un vrai engagement. Suite à cela, on avait présenté les travaux d'un homme qui s'appelle Stéphane Cartman, qui en fait avait expliqué qu'en réalité, une grosse partie de nos relations se trouve bloquée dans un triangle qu'on appelait le triangle infernal, le triangle de Cartman, où 3 personnages faisaient partie de ce triangle, le sauveur, on va parler d'abord de la victime, du persécuteur et du sauveur. Et lorsque l'on était justement dans l'un de ces 3 rôles, il fallait déjà s'apprêter à jouer ces 3 rôles et sans conscience, sans choix de vouloir en sortir, on passait d'un rôle à l'autre et ça biaisait réellement
tout type de relation. Et dans un couple, ce triangle, en fait, le fonctionnement de ce triangle, c'est réellement ce qui peut vraiment, vraiment, vraiment biaiser le couple. Donc, en tous les cas, c'est sûr qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour expliquer tout ça, mais déjà, revenez sur cette première partie, ça va vous permettre eh bien, peut-être d'intégrer les choses, même si vous avez eu la sensation de les comprendre, c'est important de les poser à l'intérieur de soi. J'ai pu apprécier les retours que vous m'avez envoyés avec des questions. Donc, j'ai pu voir que finalement, c'était quelque chose qui vous avait parlé. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de voir que, eh bien, c'était quelque chose qui évoquait chez vous l'envie d'avancer. Alors, je vous remercie déjà pour ces messages et je vous invite à poursuivre dans cette voie. Et l'important, c'est de développer toujours de la conscience par rapport à ce que l'on voit. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, poser des petits rituels, des petites actions qui vont me surprendre et surprendre l'autre. Ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'antidote pour éviter qu'un couple puisse finir par avancer dans des routes parallèles. Donc, réellement se surprendre et surprendre l'autre. Aujourd'hui, dans cette notion de responsabilité, j'ai envie justement d'y inclure une autre notion. En règle générale, on s'est rendu compte, ça c'est les études qui le montrent, c'est qu'en fait, un couple qui pérennise, qui tient sur la durée, ce n'est pas un couple qui s'aime le plus. Je répète, ce n'est pas parce qu'on s'aime que c'est un gage de garantie que l'on va pouvoir justement éterniser notre couple et le faire durer sur sur cette durée de vie. Non. Aujourd'hui, les études montrent qu'en réalité, ceux qui tiennent leur couple et ceux qui avancent malgré les différentes phases de vie, on a des phases de vie qui changent et on sait combien la vie peut être parfois très agréable, mais parfois aussi très tumultueuse, eh bien, on s'est rendu compte que les couples qui durent, ce sont les couples qui ont clarifié leur système de besoins et de valeurs. Ce sont des couples qui ont communiqué autour de leurs besoins et de leurs valeurs. Et ça, c'est très, très, très important. Je sais que vous m'entendez, il m'est arrivé de parler de ça dans différentes conférences. Et il me semble très, très important d'abord pour moi de connaître mes besoins psychologiques. Et dans le couple, c'est un élément essentiel. Alors, souvent quand je reçois des couples, dernièrement, je recevais un couple et je leur disais, mais dis-moi toi, c'est quoi tes besoins dans le couple? On me regarde, mais c'est quoi un besoin? Je dis, tu as des besoins physiques, tu as besoin de manger, de boire, de dormir, ça tu le sais. Ah oui, il me dit, bien sûr. Mais je lui dis, mais tu sais que tu as aussi des besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, c'est des espaces de solitude, des espaces d'apprentissage, des espaces de repos, que tu dois identifier et installer en arrosage dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu ne mets pas cela en place, tu vas développer des trous béants à l'intérieur de toi, des manques, et tu iras de toutes les façons nourrir ces manques à l'extérieur, au travers de différentes actions. Ça peut être se tourner, je ne sais pas moi, à aller dévaliser les magasins alors que j'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut, donc faire des dépenses inutiles. Ça peut être avoir une attitude addictive autour du chocolat, ça peut être des addictions beaucoup plus graves. Et c'est là, il faut savoir que c'est là l'origine des addictions. Donc, c'est important de comprendre que le besoin psychologique de chacun dans le couple est essentiel. Alors, il n'a pas besoin d'être légitimé. C'est-à-dire que si moi j'ai un besoin de mettre mes chaussures, mes baskets et d'aller m'aérer une fois par semaine, c'est ce que je fais d'ailleurs, et je vais marcher au bois toute seule, je n'ai pas besoin de dire pourquoi j'ai besoin de le faire. C'est mon besoin et je n'ai pas besoin en fait de le justifier.
c'est celui que j'ai besoin par contre de nourrir et que je dois m'atteler à nourrir. Et ça, c'est très, très important, mes amis. D'ailleurs, je vais vous dire, je reviens sur les travaux d'un homme qui s'appelle Thomas Leonard. Thomas Leonard, c'est un coach américain, un grand coach américain qui est mort en 2003. Et lui, il a dit que, en fait, pour pouvoir vivre de façon avec une espèce de constance, l'homme doit avoir 7 piliers de vie. 7 piliers de vie qu'il doit en vérité, qu'il doit avoir en présence et surtout qu'il doit alimenter. Oui, ces piliers, je vais vous les citer, mais ce n'est pas pour vous parler des 7 piliers de vie, parce que ça, c'est encore une autre thématique, mais pour vous montrer que dans ces 7 piliers de vie, il y en a un qui s'appelle les besoins. Alors, je vais quand même vous citer les 7 piliers de vie qui sont essentiels à quelque part, à quelque chose qui va permettre à l'homme de se développer et avancer en sérénité. C'est quelque chose qui va lui permettre de faire face aux intempéries et résister aux différentes phases de vie. D'accord ? Ces 7 piliers de vie sont très, très importants. Alors, le premier, c'est l'intégrité. Juste pour vous dire un mot, c'est très court ce que je vais vous dire, mais ça reviendrait à l'idée, je dis ce que je fais ce que je dis. Quelque chose qui est aujourd'hui important, mais qui commence à devenir de plus en plus rare. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Deuxième pilier de vie, c'est ce qui s'appelle les besoins de l'homme. Prendre soin de ses besoins et les nourrir en arrosage. Communiquer à mon conjoint, écoute, moi, j'ai besoin d'un moment de repos à ce moment-là. Voilà, prends ma place. Sorti de ce moment, je reprends mon rôle et je peux encore me redéployer dans ce groupe. Il faut vraiment les identifier et pas en fait faire passer ça comme un caprice. Ce n'est pas un caprice. Je répète, c'est aussi important que le fait de dormir ou que le fait de manger ou que le fait de respirer, j'ai envie de dire. Très important. Donc, besoin. Troisième pilier, les valeurs. Les valeurs répondent à la question « qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ?» Alors, ça pourrait être quelque chose qui ressemble aux besoins, mais ce n'est pas réellement comme le besoin. On ne va pas rentrer dans les détails. Savoir mettre ses limites claires, c'est le quatrième pilier, les limites claires, d'accord, dans ma vie. Jusqu'où je vais, jusqu'où je te laisse rentrer dans mon espace personnel. Après, c'est aussi être inconditionnellement constructif. Ça veut dire qu'en fait, de chaque situation, et j'essaye d'en tirer en fait, quelque chose qui me fait avancer, une information. Même dans ce qui ne me plaît pas. Quand on vit une situation et qu'on dit oui à la vie et qu'on essaye d'avancer, de construire, c'est pas qu'on aime ce que la vie nous donne, non. On n'aime pas toujours ce que la vie nous donne, mais on dit oui à la vie et on garde ce tempérament de quelqu'un qui veut construire malgré l'ambivalence. Et ça, c'est une belle philosophie de vie. On a aussi le solide camp de base. Le solide camp de base, ce 7e pilier qui est en fait, il est très important de s'entourer de personnes sur qui je peux compter, mais qui sont des personnes qui m'envoient de bonne énergie. Donc voilà, en fait, pour juste vous dire que dans ces piliers de vie, le deuxième pilier que ce coach américain a mis en place, en fait, a déroulé, c'est le système de besoins. Donc, il faut savoir que d'une façon générale, si dans le couple, les besoins ne sont pas nourris, il faut savoir que la nature, elle a horreur du vide et on ira les combler, pas toujours de façon écologique. Je répète, quand les besoins dans un couple ne sont pas nourris, comme la nature a horreur du vide, on ira les combler, mais pas de façon écologique. Et c'est souvent là, c'est par ce biais que peut justement développer des attitudes infidèles chez l'un des deux conjoints. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience. D'ailleurs, Carl Jung
qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, il disait une chose très intéressante. Il disait qu'en fait, d'ailleurs c'est un psychiatre, c'est une personne qui a été très proche de Freud. Il dit en fait, si toi, tu n'entres pas en profondeur en toi pour aller voir ce que tu as besoin, tu iras toujours en frustration vers l'extérieur. Tu iras toujours en manque vers l'extérieur. Donc, c'est important de se poser la question de quoi j'ai besoin pour être heureuse, de quoi j'ai besoin pour être heureux. De toute façon, un besoin répond à la question de quoi j'ai besoin pour être heureux. Et rien qu'à cette question, eh bien, si déjà j'essaye d'en prendre conscience, j'essaye d'identifier mes besoins, je communique avec l'autre, j'entends ses besoins et on essaye ensemble de les installer dans notre programme de vie, je peux vous dire que déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus pleine de l'intérieur. Et les obstacles de la vie vont vous sembler beaucoup moins difficiles, mes amis. Vous savez, j'ai rarement rencontré un couple qui, en fait, alimentait leur système de besoins, écoutait leurs besoins et était malheureux. En fait, les couples qui ne s'entendent pas ou qui ne s'entendent plus ont souvent, j'aime pas le mot toujours, ont souvent un point commun, c'est qu'ils n'ont pas pris soin de nourrir leurs besoins. Ils ne vivent pas, j'ai envie de dire, en adéquation avec leurs besoins. Ça peut être un besoin de liberté, ça peut être un besoin d'appartenance, me sentir appartenir, ça peut être un besoin de sécurité. Après, chacun va le nourrir à sa façon. Ça peut être un besoin par exemple, de gestion émotionnelle. Ça peut être un besoin d'affirmation de soi. Identifier, c'est bien, mais le mettre en place, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, la question, c'est de quoi j'ai besoin pour être heureuse, de quoi mon partenaire a besoin pour être heureux. Ça, ce sont des vraies questions. Et vraiment prendre soin d'organiser notre vie autour de cela. Ça, à mon sens, c'est prendre sa vie en responsabilité. C'est ça, être un être responsable. Je ne peux pas me dire c'est des caprices. Oh, mais Hana, c'est pas grave, c'est des caprices. Pas du tout. Il faut savoir qu'en règle générale, dans un couple, c'est rarement un conflit de personnes qui s'opère. Et oui, c'est rarement un conflit de personnes. C'est réellement, souvent, un conflit de valeurs et de besoins. Les valeurs et les besoins n'ont pas été clarifiés. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais déjà, quand je ne vais pas être pleine, je vais nourrir un manque. Je vais développer une espèce de mal-être intérieur. Je vais créer un manque et vous comprenez bien que ce manque, il ne va pas se dissiper comme ça. Derrière, en fait, un besoin, il y a toujours quelque chose qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, je vais vous dire, quand par exemple, je vis des émotions importantes, vous avez des périodes où on est très touché émotionnellement. La première question que vous devez vous poser pour mieux gérer vos émotions, tiens, en ce moment, je suis plus colérique. Tiens, en ce moment, je suis plus stressée. Tiens, en ce moment, j'ai la vague à l'âme, je me sens pas bien. C'est tout de suite se dire, émotion, il y a derrière un besoin qui attend d'être nourri. Et oui, un besoin qui attend d'être nourri. Et tout de suite, identifier le besoin et hop, le nourrir en arrosage automatique, le mettre dans sa vie. Et pas se dire, bon, c'est pas grave, on verra un autre moment. Attention, c'est quelque chose qui peut très vite altérer ma dimension personnelle, la dimension de couple et même la dimension familiale, la dimension professionnelle, etc., bien sûr. Donc, en prendre soin. Par exemple, admettons, une dispute éclate dans le couple et on va vous manquer de respect. La vraie question à se poser, c'est comment moi, j'ai pu laisser l'autre me manquer de respect. En fait, quel est mon besoin qui n'est pas nourri? Comment j'ai pu laisser l'autre me manquer de respect
quel est le besoin qui n'est pas nourri. Par exemple, on va vous raconter une expérience, une situation, et ça va vraiment vous bouleverser presque de façon exagérée. Qu'est-ce que vous allez vous dire tout de suite? Quel est le besoin en vérité non nourri à l'intérieur de moi qui réveille cela, qui réveille peut-être cette émotion si forte? Quel est ce besoin qui attend d'être nourri? Pourquoi je suis si touchée? Vous savez, le besoin, c'est vraiment un indice très, très, très important. Si on sait les écouter, on sait les nourrir. Mais attention, mesdames, alors je ne sais pas si j'ai qu'un public de femmes ce soir, mais en tous les cas, attention, mesdames. Il n'y a que moi qui sois en charge de nourrir ce besoin. Ce n'est pas l'autre qui doit nourrir mon besoin d'amour. Souvent, on me dit, mais Hana, c'est lui qui doit m'aimer. C'est sûr que votre mari doit vous aimer. Et c'est sûr que vous devez aimer votre mari. Souvent, il faut quand même le savoir, une femme a besoin d'amour, a besoin d'affection. L'homme, il a besoin d'être valorisé. L'homme a besoin d'admiration. C'est clair. Et il est important, justement, que lorsque je prends soin de mes besoins et que je communique autour de mes besoins avec mon mari, je lui donne déjà une grille de lecture différente de moi. Il apprend à me connaître. Parce que souvent, on dit, mais il devrait le savoir. Il me connaît. On est mariés depuis 40 ans. Il devrait le savoir, Hana. C'est vrai et c'est complètement faux en même temps. Absolument, il n'est pas obligé de savoir ou d'inventer les choses. Tant que je ne lui ai pas dit, tant qu'on ne s'est pas assis et qu'on a travaillé, qu'on a clarifié notre système de besoins, il n'est pas tenu d'inventer. Et lorsqu'ensemble, on va définir les moments, on va les installer, automatiquement, on va l'aider à mieux nous comprendre, on va aider la cellule couple à davantage avancer pour que chacun se sente bien et se sente à sa place. Vous savez, je vais vous dire, lorsque les besoins sont nourris correctement, j'ai envie de dire que les caprices et les envies n'apparaissent pas. Lorsque les besoins sont nourris, quand on a des caprices, on a des envies, c'est qu'il faut tout de suite se poser la question, tiens, quels sont les besoins qui ne sont pas nourris? Donc, prenez le temps, on a parlé la semaine dernière de réservoirs affectifs, de pouvoir nourrir dans vos réservoirs, nourrir vos besoins, parce qu'en fait, les besoins sont de vrais indicateurs de la qualité du couple. Oui, c'est ce qui me donne en vérité la qualité de mon couple et qui m'indique si le couple va bien, si le couple a besoin d'aide, etc. J'ai souvent cité cette phrase parce qu'elle me semble très, très, très importante. Les ennuis dans un couple commencent quand le besoin d'être aimé est plus important que celui d'être respecté. Alors, on va parler du respect. Je le dis maintenant parce que j'y pense et je n'ai pas envie d'oublier de vous le dire. Vous comprenez bien que souvent, pour pouvoir être aimé, on va mettre de côté notre respect. On a un besoin, c'est celui de se respecter et de mériter le respect de l'autre. Se respecter, vous voyez bien, est-ce que je me respecte? Est-ce que je nourris ce besoin de respect et que l'autre puisse me respecter? Et souvent, quand on a un besoin d'amour parce que justement, on attend que ce soit l'autre qui nourrisse nos besoins d'affection, nos besoins d'amour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est capable parfois de mettre de côté cette deuxième dimension que l'on va voir tout à l'heure qui s'appelle le respect. Parce que tout simplement, je ne prends pas soin de remplir mes réservoirs affectifs d'amour. Parce que vous l'entendiez ou pas, la première responsable de se donner de l'amour, c'est moi. L'autre va me donner, bien sûr, va me chérir, bien sûr, mais ce n'est pas lui qui est responsable de me donner et de remplir ce réservoir. Il m'appartient à moi de prendre soin de me donner en me valorisant, en reconnaissant les
toutes les petites choses que je fais. Je ne reconnais pas que les grands succès en me traitant première classe, en essayant justement, et ce n'est pas du nombrilisme entre parenthèses, en reconnaissant ma valeur et mon mérite, en sachant prendre de la distance avec les choses. Donc, réellement, en faisant taire cette voix intérieure. Voilà, donc tout ça tourne autour des besoins. D'ailleurs, je vais vous dire, une personne qui ne prend pas soin de ses besoins, c'est une personne qui a beaucoup de chances de développer ce qu'on avait essayé de placer la semaine dernière dans la dernière conférence. On avait parlé de dépendance affective. C'est quelqu'un qui va réellement développer une dépendance, c'est-à-dire que se donner l'illusion de croire que l'autre va combler son manque. C'est une illusion, vous l'entendez bien. Il n'y a que moi qui sois en charge de combler mes manques. Lui viendra pour mettre la cerise sur le gâteau. Parce que si je fonctionne comme on l'avait vu à partir d'un récipient vide, tout ce que lui pourra me donner sera largement insuffisant, mes amis. Largement insuffisant. De toute façon, la dépendance affective, c'est quoi? Excusez-moi. La dépendance affective, c'est je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Alors qu'en réalité, l'amour, c'est quoi? Je t'aime tout simplement pour ce que tu es. Tout simplement pour ce que tu es. Et ça change complètement les donnes. Donc, organisez votre vie autour de vos besoins. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, la vie est chargée de beaucoup de choses. Et vous allez mettre dans votre récipient, finalement, toutes sortes de petites choses. Vous allez mettre de côté, on va dire, cette puissante dimension qui permet, c'est une organisation qui vous permet de beaucoup mieux vivre. Et vous risquez de, finalement, vous perdre dans tout cela. Donc, c'est important de pouvoir se poser la question de quoi, moi, j'ai besoin pour être heureuse. De quoi mon couple a besoin pour avancer. Et répondez. Faites la liste. Vous allez voir que vous allez mettre sur ce papier. Déjà, ça va clarifier les choses. Et vous allez voir que vous allez avoir envie de rentrer dans ce jeu. Et quand vous allez y être, vous allez voir combien c'est bon. Et vous me direz, on se rencontrera et vous me direz, franchement, Hana, c'est réellement un best. Je vais passer à ce deuxième des 3 fondamentaux qui s'appelle, et comme je vous l'ai cité tout à l'heure, le respect. Oui, le respect, pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne respectes pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne respectes pas. Souvent, c'est se dire, tiens, en termes de respect, tiens, comment je parlerai à quelqu'un que je respecte, là, maintenant? Comment je pourrais parler à quelqu'un que je respecte? Justement, avoir des moments de pause où, justement, c'est pouvoir s'imaginer, corriger mon langage, corriger mon écoute, respecter la place de chacun. Parce qu'en fait, le respect, à mon sens, c'est lorsque j'accepte de sortir de moi pour aller m'intéresser à ce qui n'est pas moi. C'est sortir de moi pour aller m'intéresser à ce qui n'est pas moi. C'est souvent savoir mettre de côté peut-être des choses qui me semblent évidentes, me mettre à moi de côté pour donner de la place à l'autre. Vous savez, en même temps, il y a une réalité, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est que je ne peux pas donner quelque chose à l'autre que je ne me suis pas donné. Je ne peux pas donner à l'autre du respect si vis-à-vis de moi, je ne me respecte pas. Tiens, comment qu'agirait une personne qui se respecte? Cette question, elle est extrêmement importante. Je ne peux pas vous donner du temps si j'en ai pas, je ne peux pas vous donner d'expertise si j'en ai pas pour moi.
Donc, il est très important, si justement j'ai envie d'installer cette dimension dans le couple, de pouvoir me poser des questions. Et je pense que le respect démarre, savoir ce que c'est que respecter, parce que pour chacun, c'est très subjectif. Le respect, pour moi, c'est ça, mais pour toi, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose qui se crée déjà à l'intérieur de moi-même. Si j'ai du mal à me respecter, je vais avoir du mal à respecter l'autre. Le respect, il y a une forme de respect qu'on oublie souvent dans le couple, que je vais nommer, qui s'appelle l'amitié conjugale. Vous savez qu'il y a plusieurs facettes dans le couple. Dans un couple, on doit être, bien sûr, des partenaires, on doit être des amants, on doit être des amis, on doit être des collègues, on a différentes casquettes dans ce couple. Mais en même temps, il est noté, et c'est quelque chose que je vois aussi, que je peux confirmer, que les mariages les plus heureux, ce sont des mariages qui sont fondés sur une profonde amitié. Ça peut paraître simple ce que je vous dis, mais très important. C'est en fait développer le plaisir d'être avec l'autre sans avoir besoin, sans se contenter de grandes déclarations d'amour. Je ne t'aime pas uniquement quand tu me fais de grandes déclarations d'amour ou quand je t'en fais, mais simplement être ensemble, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'un ami, on l'accepte comme il est. D'accord ? On ne cherche pas à le changer. On respecte sa différence. On n'a pas les mêmes enjeux que dans un couple. Souvent, dans un couple, on a envie que l'autre réponde à nos aspirations. Pour moi, j'ai le tableau d'un couple, le tableau du mari idéal ou de la femme idéale, et c'est comme ça que j'ai conçu mon couple. Mais oh là là, attention, il y a ce que tu as conçu et il y a la réalité de la vie. Reviens à la réalité. Et accepte la différence de l'autre, comme on l'a vu la semaine dernière, comme un moyen, en fait, de complémentarité, pas comme quelque chose qui me sépare. Pour cela, il va falloir que je me comporte avec l'autre comme je me comporterais avec un ami, de vous à moi. Est-ce qu'on a envie de changer nos amis? Non, on n'a pas envie de les changer. Par contre, nos conjoints ou nos conjointes, on va passer des fois une grosse partie de notre vie à revendiquer notre vérité sur le couple. Et ça, c'est du temps perdu, de l'énergie perdue. Et souvent, on n'arrive pas à nos fins. Et des fois, ça, malheureusement, il y a l'éclatement du couple. Et là, on peut arriver à des choses comme une séparation. Donc, l'amitié conjugale, pour moi, c'est une arme secrète qui permet d'empêcher le couple de déraper. Le couple de déraper. Avec un ami, on rigole. Avec un ami, on se permet certaines choses. Parce qu'un ami, eh bien, finalement, les attentes sont différentes. Je pense que quelque part, un couple ami devient vraiment expert dans la manière de s'adresser, de communiquer. Quand on est ami, on développe une espèce d'expertise dans la façon de parler. Parce qu'un ami, vous n'allez pas lui parler comme à votre conjoint ou alors comme à votre épouse. Non, vous allez lui parler, vous allez mettre des gants. Donc l'idée, c'est de pouvoir renforcer l'amitié conjugale en se disant, tiens, mais qu'est-ce que je ferai avec un ami là ? Même si ça vous paraît simple, je pense que c'est extrêmement important. C'est pas seulement être gentil, c'est avoir une attitude respectueuse pour ce qu'il est, pas vouloir le changer. Et le résultat de tout ça, c'est que le couple va développer une beaucoup plus grande passion. Cette passion va se créer et ça, c'est toute la différence. Parce que beaucoup de couples commencent en fait dans un plateau de positivité. Au début, on est dans une super énergie, on y croit, on est dans un lancement de projet. Excusez-moi de parler ainsi, mais le couple, c'est quand même un système. C'est une cellule qu'il faut faire marcher. Donc, on va y mettre le meilleur de nous-mêmes au début et très, très, très vite, eh bien, il y a une vague de négativité qui va commencer à prédominer dans le couple. Donc, l'idée, c'est travailler cette notion d'amitié conjugale qui est un paramètre de la relation et qui, à mon sens,
est un élément extrêmement important dans le couple. J'ai envie de parler ce soir d'une troisième dimension, une dimension qui me semble extrêmement importante. C'est le niveau d'orgueil. Et oui, le niveau d'orgueil, c'est la troisième composante, le troisième fondamental qui permet justement de mettre des bases solides dans le couple et qui permet que le couple se tienne sur la durée. Vous connaissez bien cette phrase, vous avez dû l'entendre souvent, pour construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Je répète, pour construire un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Rappelez-vous, le couple, c'est quoi? C'est 2 entités qui ont choisi de s'unir autour d'un moteur qui s'appelle l'amour pour créer cette troisième entité. Mais pour créer justement un amour commun, il faut savoir mettre notre amour propre de côté. Parce que quand tu es dans un amour propre, tu ne peux pas être dans un amour commun. Si je m'aime trop, d'accord? Si je n'aime que moi, si je pense qu'il n'y a que moi, je ne peux pas aimer l'autre. Alors, on a souvent parlé d'orgueil, d'ego, mais qu'est-ce que c'est que l'ego? Alors, permettez-moi ce soir encore une fois, de vous amener une partie de mon expérience sur le terrain, vous donner ma définition. Alors, ce n'est pas la seule définition, mais c'est une définition qui va peut-être vous permettre aussi d'avancer, qui va vous permettre de clarifier un certain nombre de choses, mesdames. Alors, l'ego, en vérité, c'est une représentation que l'on a de soi, une représentation de qui je suis. En fait, l'ego, c'est le résultat d'une activité mentale qui, en vérité, se maintient, se crée dans mon esprit. J'ai envie de dire, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu. Ça, ce grand jeu, mesdames, il existe chez tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a pas d'ego. Il existe chez tout le monde. C'est en fait, être attaché à des principes, à des règles que l'on s'est fixées, à des lois, à une vérité qui est la nôtre, et rester attaché. Alors, juste pour le savoir, l'ego, c'est une partie de nous qui a horreur du changement. Il a horreur du changement, pourquoi? Il est très étriqué. Parce qu'en fait, il est convaincu que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour laisser les choses en l'état. Il préfère que le moment présent soit un moment difficile, c'est-à-dire qui procure de la souffrance, plutôt que de se projeter dans quelque chose qu'on appelle l'inconnu. L'inconnu lui fait peur. Il a conscience qu'on ne va pas pouvoir changer. Il a horreur de perdre. Donc, il va essayer de créer ce qu'on appelle un système d'excuses pour ne pas bouger d'un iota. Tout est là, en fait, pour préserver qui je suis. Il pense que je ne suis pas capable de changer, donc il ne va pas laisser les choses bouger. Alors, on va revenir un petit peu, on va faire un retour en arrière, si vous le voulez bien, et on va essayer de se poser la question, mesdames, mais c'est quoi l'histoire de l'ego? Quand est-ce qu'il se place, quand est-ce qu'il a été créé, cet ego? Il a un âge, cet ego. Il est né à l'âge de 4-5 ans. C'est un petit peu, cet ego est très lié à ce qu'on appelle un réflexe primitif. C'est quoi? En fait, l'ego trouve toutes ses racines et remonte à l'époque des premiers hommes. D'accord? À cette époque, il n'y avait pas de système de sécurité. Et l'homme devait surveiller ses arrières, d'accord, de part et d'autre. Il devait être attentif aux moindres changements autour de lui, dans son environnement, parce que sinon, il pouvait être dévoré cru à tout moment. Donc, il était dans une attention permanente. Il n'y avait pas de moyens de protection, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'immeuble où on pouvait se sauver. Donc, il était là, sur le pied de guerre, à tout moment, et il était là à surveiller chaque moment.
Ce sont des réflexes que l'on a encodés à l'intérieur de nous, qu'on appelle des réflexes primitifs. Ces réflexes, ils existent en chacun de nous, chacun de nous. Et finalement, ce grand jeu, c'est quoi? Quand je dis c'est le grand jeu, c'est cette peur de disparaître. C'est en fait cette grosse peur qui est là et qui en fait, eh bien, signale qu'il y a un danger. Quel peut être le danger? Si on m'oublie, je risque de disparaître. Si eh bien, je suis rejetée, eh bien, je risque de ne pas pouvoir vivre. Et là, on revient à notre dimension reptilienne, hein, ce cerveau le plus archaïque. Quand on est justement dans son ego, quelque part, on a besoin de se sentir unique, on a besoin de se sentir spécial, parce que quelque part, il faut que l'on puisse s'intéresser à nous. On doit être quelqu'un qui doit être particulier. Sinon, je risque de disparaître. Je ne sais pas si vous comprenez, mais finalement, l'ego, c'est réellement l'héritage de ce qu'on a pu encoder dans les premières années de vie de l'homme, qui sont de grosses peurs, qui sont en fait eh bien, des réflexes primitifs, qui aujourd'hui, il va passer son temps, j'ai envie de dire ça comme ça, à signaler qu'il est là. Je suis là. J'ai raison. Tu as tort. Je pense comme si. C'est ça l'ego. Il faut savoir que nos souffrances, notre mal-être est souvent notre ego. C'est cet tapage mental à l'intérieur de nous qui est en pleine action et qui entrave vraiment notre développement personnel, avec moi et avec l'autre. Donc, c'est très important d'en prendre note et de se connaître un petit peu les réactions de l'ego pour, on va voir, hein, mieux l'accueillir, on en parlera parce que je vais vous apprendre peut-être, je vais vous donner certaines clés pour pouvoir eh bien, conscientiser et pour savoir comment le maîtriser, parce que c'est intéressant de vous parler de l'ego pendant 5 minutes et de vous dire que c'est la troisième dimension qui permet, c'est un des trois fondamentaux du couple, sans vous donner quelques clés. Donc, je vous disais que l'ego, c'est réellement, surtout dans un couple, ça peut être réellement le début et la fin du couple. Si je n'en prends pas note, eh bien, je peux très, très, très vite déraper et finalement mettre fin à la relation. Au début, c'est vrai que dans une relation, l'ego va sécuriser. Mais très, très, très vite, ça va devenir une sorte de prison. Pourquoi? Parce que l'ego, il a toujours raison. Il a toujours raison. Et ses arguments sont toujours plus intéressants que l'autre. Donc, il est convaincu de tout connaître. Donc, il va essayer de s'imposer. Il veut aussi que tout se passe comme il a prévu. Je pense que vous pensez peut-être à certaines personnes, ou peut-être que vous pensez à vous-même, et c'est OK. D'accord? Et il veut en fait tout contrôler. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que le canal préféré de l'ego pour pouvoir grossir, c'est le couple. Et oui, le canal préféré de l'ego pour pouvoir grossir, c'est le couple. Au travers de quoi? Au travers de la dispute. Parce que c'est grâce à la dispute qu'il existe, cet ego. C'est lui montrer que je suis plus fort que lui, ou plus forte qu'elle. D'accord? En fait, ce qu'il veut l'ego, c'est ça. C'est simple, il veut faire un couple à 3. Il veut faire un couple à 3. C'est un troisième élément qui est là. Toute l'idée, c'est d'en prendre conscience et de le déloger en intelligence pour qu'il ne se sente pas frustré. Je vous donnerai tout à l'heure, si vous le voulez bien, je vous invite à avoir peut-être un stylo et une feuille, et je vous donnerai justement un petit texte qu'il est sympathique de répéter pour pouvoir justement retrouver la maîtrise de soi et laisser glisser un peu l'ego.
Souvent, eh bien, j'entends dans les couples, ah, tu sais, mais je suis tombée sur le mauvais numéro, etc. Il faut savoir que les personnes qui ont un ego surdimensionné, ce ne sont pas des personnes qui sont de mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui ont besoin de développer ce qu'on appelle l'estime de soi. Ils n'ont pas assez d'estime pour eux-mêmes et ils vivent dans ce qu'on appelle la peur de l'abandon. Alors à différents niveaux, hein, la peur de l'abandon. Donc c'est important de travailler justement quand on a envie justement d'avancer et de ne pas fonctionner au travers d'attitudes égoïques, comme on dit. Eh bien, il va falloir travailler cette dimension qu'on appelle l'estime de soi. Lâcher le contrôle, lâcher la volonté de vouloir toujours avoir raison et d'avoir le sentiment que finalement, ma partenaire eh bien, a toujours tort. Ça, très important, parce qu'en fait, eh bien, ça ne peut pas aider au développement du couple. Je vais vous donner quelques manifestations de l'ego, la manière dont il se manifeste, pour que vous compreniez comment eh bien, ça peut s'incarner dans la vie. L'ego, c'est quelqu'un qui peut jouer, on en a parlé la semaine dernière, la victime, au travers de la victimisation. Et oui, l'ego, c'est quelqu'un qui va essayer de rechercher de la reconnaissance tout en écrasant l'autre. L'ego, c'est quelqu'un qui met de la pression. L'ego, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver un coupable aux erreurs qu'il fait. Pas mal, hein? De trouver un coupable aux erreurs qu'il fait. L'ego, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est la partie qui ne veut pas changer, qui a horreur du changement. L'ego ne sait pas pardonner. Il garde, il rumine. C'est pour lui un moyen de rester en contrôle. Enfin, ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'autre personne est passée à autre chose. Eh bien, finalement, tu perds complètement ta puissance. Tu t'affaiblis lorsque tu gardes des dossiers sur toi. Donc, tu as tout intérêt à pardonner, pas parce que tu veux pardonner l'autre, mais parce que toi, tu as envie d'avancer beaucoup plus léger. C'est toi qui détériore ta vie, l'autre vit tranquillement. L'ego, c'est quelqu'un qui refuse, c'est une partie de soi qui refuse d'agir. En tous les cas, l'ego dans un couple détruit beaucoup plus un couple que ce qu'il en construit. Alors, maintenant, je vais revenir eh bien, sur justement comment faire pour travailler cette notion d'ego. Qu'est-ce que l'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut diminuer dans l'ego? Je pense qu'à mon sens, il y a 3 points très importants, plutôt 4 même. Déjà, en avoir conscience. Je vous ai dit, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, les amis. C'est important d'en avoir conscience, de prendre conscience qu'il a dirigé ma vie, il a opéré négativement dans ma vie, j'en veux plus. Avoir cette conscience. Deuxième point, c'est savoir faire dans sa journée des stops. Le mot stop, ce sont les initiales de S-T-O-P, se taire, observer patiemment. Se taire, observer patiemment. Ça, c'est important de pouvoir faire des moments de pause où je vais voir un petit peu quelles sont mes réactions, comment je réagis. Est-ce que je suis justement sujette à cet ego qui agit à l'intérieur de moi, qui n'est pas d'accord de remettre en cause peut-être des choses qui me paraissent évidentes. C'est important de le faire et on ne peut le faire qu'au travers de moments de pause. Je dis souvent que des moments de pause dans la journée sont essentiels, très, très importants. On ne peut pas avancer comme ça et se dire, bon, ben, on avance. Non, on est obligé de s'installer des moments de pause. Troisièmement, c'est aussi développer une attitude qu'on appelle avoir de la compassion. Avoir de la compassion pour soi et pas se dire « ouais, mais
ça va pas, c'est complètement contraire à toutes nos valeurs juives, l'ego, l'égoïsme. On sait combien l'humilité, c'est quelque chose qui est prôné dans la Torah et combien, en fait, c'est réellement la vertu, la valeur de personnes qui grandissent et qui avancent. L'humilité, c'est vraiment une valeur très, très importante dans les fondamentaux de notre religion. Et pourtant, il est important, au lieu de dénigrer mes comportements, d'avoir de la bienveillance et de la compassion. Et oui, il ne va pas falloir, quand je rejette quelque chose, je lui donne de la consistance. Que lorsque j'accepte et je valide en disant, ben oui, c'est un de mes réflexes, il va falloir que je m'aide. Il va falloir que je sois mon propre coach, mon propre partenaire. Il va falloir que j'avance parce que je sais que cela me fait du mal et détruit ma cellule couple. Donc, pour pouvoir changer quelque chose, on a besoin d'une composante qui s'appelle la bienveillance, la compassion. C'est à moi et j'essaye d'avancer avec. Oui, ça fait partie de mes fonctionnements. Je suis un enfant blessé, un enfant écorché. On est tous des enfants blessés et tous des enfants écorchés. Chacun à son niveau. C'est important, justement, que l'on te donne toute cette compassion. Qu'est-ce que me dirait, par exemple, mon amie si je lui racontais ma manière de réagir? Elle ne me dirait pas, mais ça ne va pas, tu fonctionnes n'importe comment, mais tu es folle, mais non. Elle me dirait, écoute, tu es un apprenti en devenir, tu es en train de changer. Et me donnerait au contraire beaucoup d'encouragement et beaucoup de compassion. Ça, c'est le troisième point qui me semble extrêmement important, mesdames. Et le quatrième point, c'est réellement apprendre à parler à son ego. Apprendre à parler à son ego. C'est important justement de créer une relation avec cet ego. Alors, je vais vous donner un petit texte qui marche très bien. Si vous avez envie de le noter, prenez une feuille, un stylo, et vous allez voir que, quelque part, il va vous laisser tranquille, comme on dit. Il va vous laisser œuvrer, parce que vous allez le rassurer. Je vais aller doucement. D'abord, vous prenez une grande inspiration avant de dire ce petit texte. Et vous allez, une fois que vous avez pris une bonne inspiration, l'inspiration vient du bas du ventre, on inspire avec le nez et on lâche complètement. On le fait 2-3 fois et après on y va. Et là, on s'adresse à lui. Je sais que tu as été là pour me protéger. Je sais que tu as été là pour me protéger et pour m'aider. Mais là, tu vois, ça ne m'aide plus. Mais là, tu vois, ça ne m'aide plus. Je ne suis plus cet enfant démuni que je n'ai été par le passé. Je ne suis plus cet enfant démuni que je n'ai été par le passé. Et je veux être capable, un jour, de m'aimer assez pour arriver à prendre davantage ma place. Je pose des actions pour respecter mes limites et prendre soin de moi. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Aussi, je te demande de me laisser faire. J'assumerai en adulte les conséquences de mes actes. T'inquiète pas, je ne viendrai pas t'embêter. J'assumerai en adulte les conséquences de mes actes. Laisse-moi faire. Tu peux te reposer et t'en tenir à m'observer. Oui, tu peux me rester à te reposer et si tu veux bien, t'en tenir à m'observer. Quand moi, je vais oser prendre ma place.
toi aussi, tu as le droit de souffler un peu et tu as le droit de prendre soin de toi. Donc ça, c'est en fait une manière de dialoguer avec l'ego, de le rassurer qu'en fait, on ne va pas le jeter comme une vieille chaussette, parce que c'est une partie de moi. Mais en même temps, lui dire qu'on a envie de faire notre propre expérience et de lui dire, t'inquiète pas, je ne viendrai pas t'embêter si ça n'a pas marché. Ce travail-là que je vous ai donné, c'est un travail presque à faire tous les jours. Alors, ce n'est pas un travail fastidieux, c'est un travail de conscience. C'est réellement se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est important d'avoir raison tout seul dans mon coin? Ou est-ce que c'est plutôt intéressant et important pour moi de continuer à créer ce bonheur avec la personne avec qui je m'étais promis d'avancer? Ça, c'est une vraie question. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas, bien sûr, dans cette cellule couple, un gagnant et un perdant. On est partenaires du même système. On a envie que ça marche. Toute l'idée, c'est pas d'avoir raison qui est important. L'important, c'est d'essayer de trouver un dialogue commun qui puisse mettre en avant ma vérité et ta vérité. C'est ça en vérité. Ma vérité, ta vérité, c'est ça en vérité. Voilà, ça fait beaucoup de vérité. Eh bien, ce qui va créer une harmonie dans ce couple et qui va nous aider justement à travailler cette notion d'ego. Et je peux vous dire que l'ego, c'est une dimension qui abîme énormément de couples. Et tant que j'en ai pas pris conscience, tant que je n'ai pas aussi peut-être communiqué autour de cela avec mon conjoint et qu'on n'a pas essayé de mettre ensemble, parce que c'est notre problème. C'est pas ton problème, c'est notre problème. Si notre cellule couple ne fonctionne pas, on est tous les deux responsables. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important. Donc là, on a vu, si vous voulez, ces trois fondamentaux que je vais reciter, qui s'appellent la responsabilité. On ne peut pas s'engager dans un couple si je ne me sens pas responsable. On a bien vu que responsable, ça ne veut pas dire coupable, du bon fonctionnement du couple. Je vous avais dit, c'est se poser en permanence la question, d'accord? Si j'étais responsable de mon couple, qu'est-ce que je ferais là? Ou encore, à combien je me sens responsable de mon couple? Deuxième dimension, c'est le respect. Très important. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Et ça, c'est valable pour moi et pour l'autre. Je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut développer avec soi. Parce que je ne peux pas respecter l'autre si moi-même, je ne me respecte pas. Et oui. Et troisièmement, c'est travailler ce qui s'appelle l'activité de l'ego, en prendre conscience pour diminuer son intensité. Parce que l'ego, c'est aussi un des paramètres qui détruit beaucoup, beaucoup de couples. Je vais revenir sur un point qui me semble important pour terminer cette conférence. C'est dans un couple, parmi les fondamentaux, il y a 3 espaces-temps que l'on doit savoir installer régulièrement. 3 espaces-temps. Je vais les nommer. Ces 3 espaces-temps, c'est le premier, c'est l'espace projet. On va en parler. L'espace tendresse et l'espace problème. En fait, l'espace projet, il est clair que dans la vie, d'une façon générale, qu'est-ce qui va générer une énergie? De l'énergie. Regardez quand vous avez un projet, quand vous devez préparer vos vacances ou que vous avez un projet professionnel qui vous anime. Regardez dans quelle énergie vous êtes. Vous êtes super. Vous donnez le meilleur de vous-même. Le couple doit toujours avoir
un moment qu'on appelle l'espace projet. Parler d'un projet, parler de quelque chose qui les anime, c'est-à-dire sortir du quotidien pour se projeter dans l'avenir, sortir on va dire, de la routine pour pouvoir se projeter dans quelque chose qui redonne une dynamique au couple. C'est extrêmement important. Ça peut être un projet, ça peut être tout et pas grand-chose aussi. C'est pas des grands projets comme on va déménager ou on va changer de je ne sais quoi. C'est réellement un espace où l'on va alimenter un projet, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur, même si c'est pas demain. Mais ça renfloue l'énergie qu'il y a dans le couple. Ça donne en fait un sentiment où quelque part on a l'impression de sortir dans une routine exacerbée dans laquelle on se trouve et c'est quelque chose de très, très satisfaisant pour le couple. Ça, c'est le premier espace. Le deuxième espace, c'est l'espace tendresse. Il est clair que, bien sûr, il faut que ce soit à des moments où c'est autorisé, il doit y avoir dans la journée un espace tendresse. Extrêmement important. Ça peut être, la tendresse, c'est pas forcément prendre l'autre par la main ou enlacer l'autre. L'espace tendresse, ça peut être un gentil mot, ça peut être un petit message, ça peut être différentes choses. La tendresse, elle est déclinée à différents niveaux, mais il doit y avoir un espace tendresse. J'ai pensé t'envoyer un mot pour me signifier, pour te dire que je pensais à toi. Ça n'exclut pas que lorsque je vais rentrer, je vais prendre le temps justement d'avoir peut-être un moment un peu plus tactile avec toi. Oui. Mais l'espace tendresse, c'est peut-être dire à son époux, tiens, j'ai pensé, j'ai été au supermarché, je sais que tu aimes ces fruits, voilà, ça c'est pour toi. Ça peut être aussi, quelque part, développer de la tendresse. La tendresse, c'est beaucoup, et il y a beaucoup de déclinaisons. En tous les cas, quand on parle d'espace, c'est un temps que je donne à la tendresse. C'est pas, je fais ça, by the way, on verra, de façon complètement comme ça. Si l'opportunité est là, alors je vais le faire. Non, non, non. C'est quelque chose que j'installe qui doit faire partie de ma to-do list de la journée. Très important. Ça s'appelle l'espace tendresse. Vous savez, je vais vous dire, de vous à moi, quand on ne décide pas les choses, vous le voyez bien, on ne les fait pas. On est happé par plein de choses qui nous semblent souvent très importantes. Et les choses qui sont importantes pour le bon fonctionnement de ce couple deviennent secondaires. Donc, c'est très important quand je parle d'espace, c'est ce temps, espace projet que j'octroie à mon projet. L'espace tendresse, c'est ce temps que j'octroie à donner de la tendresse et me donner de la tendresse. Je commencerai par là d'abord. Me donner de la tendresse et donner de la tendresse. Encore une fois, je peux donner de la tendresse à l'autre si je l'ai développée avec moi-même. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la tendresse. Oui. Mais pourquoi ? Pas parce que ce sont de vilaines personnes. Non, 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 pas du tout. C'est qu'ils n'ont jamais fait l'expérience avec eux-mêmes. Et dès lors où ils vont commencer justement à chérir, à aimer, à affectionner la personne qu'ils sont, ils vont commencer à découvrir ce que c'est que l'affection, l'amour, ils vont être en capacité de beaucoup plus en donner. Souvent, on vient me voir, on me dit, mais tu sais, mon conjoint, ma conjointe ne sait pas donner d'amour. En réalité, c'est vrai qu'elle ne sait pas, elle n'a pas appris, elle n'a pas expérimenté cela avec elle. Mais dès lors où on se nourrit, on se gave d'amour, on va comprendre combien c'est important. C'est un élément essentiel. L'amour, tout a été créé à partir d'une émotion qui s'appelle l'amour. L'amour, c'est extrêmement important. C'est quelque chose de libre. Je ne te donne pas parce que je veux que tu me donnes, je te donne parce que j'ai envie tout simplement de te donner. Parce que tu es un être spécial et que j'ai tout simplement envie de te donner. C'est ça l'amour. C'est sans contrainte, c'est sans rien. Et cet espace, il faut réellement l'installer
Parce qu'en fait, en donnant à l'autre, quelque part, je vais aussi me nourrir, comme on se sent bien quand on donne de l'amour. Et le troisième espace, mesdames, c'est l'espace problème. Et là, je vais m'y arrêter un petit peu. L'espace problème, c'est le temps que j'octroie à mon problème. Alors, on va être factuel. On a tous des problèmes. On a un problème avec un enfant, on a un problème avec une voiture, on a un problème avec son conjoint, on a un problème avec le banquier, on a toujours des problèmes. Le problème, c'est que après, notre cerveau, il n'est rempli que du problème. Et on n'arrive pas justement à faire rentrer autre chose. Tandis que lorsque je me donne un espace-temps et je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais parler du problème, je vais me donner une demi-heure. Mais sortie de cette demi-heure, je ne suis plus un problème. Parce qu'il faut bien faire la différence entre j'ai un problème et je suis un problème. Parce qu'en fait, quand ça rumine à l'intérieur de soi, on finit par penser qu'on est un problème soi-même. Et on ne fonctionne qu'au travers de cette dimension qui est le problème. C'est pour ça que c'est très important, mesdames, de cadrer à l'intérieur de vous, je passe du mesdames, messieurs, je ne sais pas du tout à qui j'ai affaire, mais ce n'est pas grave, à vous tous, en tous les cas, très important de cadrer les choses et de se donner un temps à l'intérieur de soi pour pouvoir gérer les choses, à l'intérieur ou à l'extérieur, bien sûr, et se dire, tiens, je vais me donner un temps et on va parler du problème, mais sorti de cette demi-heure, je ne suis plus un problème. Le problème, il est resté là. Ça va me permettre justement de quoi ? De pouvoir ne pas gangréner mon cerveau et pouvoir justement ne pas dilapider mon capital d'énergie qu'au travers de ce problème et finalement tous les autres pôles de ma vie soient complètement touchés et entachés par ça. Très, très important. Vous savez, les ordres qu'on donne à son cerveau sont capitaux. Donc, il faut absolument apprendre justement à l'intérieur de soi de bien cadrer, de bien canaliser les choses pour pouvoir toujours rester le pilote de votre vie. Ce n'est pas mon problème qui me drive, c'est moi qui reste à l'origine de ma vie, c'est moi qui est le pilote de ma vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans un couple, ces trois espaces sont trois espaces capitaux. L'espace projet, l'espace tendresse et l'espace problème. Voilà. Alors, écoutez, entre la conférence de la semaine dernière et cette semaine, il y a beaucoup de notions à intégrer. Je ne pense pas que ce soit opportun de continuer à dérouler. Ce qui est important, c'est que vous preniez un temps pour encoder déjà tout cela, pour que vous puissiez justement prendre des points qui vous ont parlé, comme je l'ai dit la fois dernière, et choisir 1, 2, 3 points, les noter, et vous allez voir que quand vous allez mettre ça en place, il va y avoir ce qui s'appelle une réaction en chaîne. Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes et vous allez avancer. C'est important, ces moments où on se retrouve, merci, c'est gentil, Léa, c'est très gentil. C'est important pendant ces moments où on se retrouve déjà de développer, à mon sens, quelque chose de très important, c'est la conscience. C'est la conscience de ce que je veux et de ce que je ne veux plus. Et ça, c'est important. Vous savez, beaucoup trop de personnes, je suis peut-être un peu bien placée pour vous le dire, avancent sans conscience, avancent et sont suiveurs dans leur vie. Devenons actrices de nos vies. Et ça, c'est très, très, très important. Soyons nos propres pilotes de vie et n'attendons pas que ce soit les autres qui définissent un coup dur ou encore le jour où je vais me retrouver devant un mur ou alors que, à Dieu ne plaise, que je puisse tomber malade parce qu'il faut savoir quand même que le corps et l'esprit sont très, très, très liés. Il faut développer cette conscience et vivre en conscience éveillée et pas se dire, bon, on verra. Très, très important. C'est pour ça que ces moments-là où on se retrouve, déjà essayer de conscientiser
qui fonctionne bien dans ce couple, hein, dans cette cellule couple, beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Et faire travailler tout ce qui ne fonctionne moins bien. Vous avez déjà des éléments. Alors, on pourrait rester, moi, c'est mon dada, on pourrait rester en parler des jours entiers, d'accord? Mais je pense qu'après, vous allez être inondé d'informations et je ne pense pas que ça va pouvoir vous servir. Avec ça, vous avez déjà de quoi partir et déjà de quoi avancer. En tous les cas, travailler, comme je le dis souvent en coaching, on appelle ça les 3 C. C, 3 C. C comme conscience, C comme choix et C comme confiance. Je reviens souvent sur cela parce que pour moi, c'est une des bases de réussite. C comme conscience, on a compris combien la conscience est importante. On ne peut pas changer si on n'a pas conscience. Je le répète et je le répéterai autant de fois pour pouvoir et bien justement passer ce message qui me semble important. C'est comme choix. Faites les choses par choix, parce que quand on choisit, on s'engage toujours mieux. Ne faites pas les choses quand vous êtes obligé de les faire, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule issue. Soyez dans ce qu'on appelle l'intelligence d'avant. Faites les choses par choix. C'est moi qui choisis aujourd'hui de prendre ma vie et de faire passer au niveau supérieur ma vie de couple. Et faites en sorte que ce soit un choix, votre choix, mais pas la vie qui vous l'a imposé, ou pas les expériences, ou pas, je ne sais pas, le mal-être peut-être des enfants. Non, faites votre choix. Et lorsqu'on choisit, c'est quelque chose qui m'aide à davantage m'engager. Nous sommes des êtres de liberté. Lorsque je n'ai pas cette liberté, eh bien c'est lourd, c'est dur. Choisissez, mesdames, choisissez eh bien, de faire ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour votre couple. Et c'est comme confiance. Ayez confiance que lorsque vous allez commencer à mettre la clé dans le démarreur, vous allez voir que non seulement vous allez changer, mais tout va bouger autour de vous. Tout va bouger. Vous allez être justement cette personne qui va diffuser une énergie nouvelle dans cette maisonnée, dans ce couple, et vous allez voir que les choses vont commencer à bouger. Ne dites pas « Ah, quand lui bougera, moi je bougerai ». Non, faites les choses, n'attendez pas. D'abord, je vais vous dire parce que vous en avez besoin. Parce que vous le devez. Parce que vous devez être heureuse. Et n'attendez pas demain. Ça démarre aujourd'hui et tout de suite à l'instant présent. On a souvent perdu du temps, qui peut se rattraper, en l'occurrence, mais faites les choses. Ça, c'est important. Donc, développez ces 3 C pour pouvoir avancer. Toujours de la conscience. C'est comme conscience. C'est comme choix. Je choisis. C'est moi qui choisis. J'attends pas de me retrouver face à un mur et c'est comme confiance. Je sais que j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour pouvoir réaliser ce projet. Et le dernier petit point, si je peux me permettre, le matin, quand vous vous levez et que peut-être vous récitez ce Modéani, cette phrase qui est si exceptionnelle où l'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu notre Neshama. Je dis souvent d'ailleurs à mes élèves, vous devriez sauter sur vos lits le matin quand vous dites Modéani. On se lève, on est en santé, c'est exceptionnel. Il y a juste une petite phrase que j'aimerais que vous rajoutiez. Cette phrase, c'est « Quelle est la plus petite action ?» Je l'avais citée dans la première partie. Et je la répète parce qu'elle est importante. C'est une phrase que je répète aussi. Quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser pour tirer mon couple vers le haut? Quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser qui va tirer mon couple vers le haut? Rien que le fait de se poser cette question, déjà, vous allez déjà attirer à vous des choses, c'est-à-dire des solutions qui vont se proposer. Tiens, quelle petite action, tiens ça, tiens ça. Rappelez-vous, tout le but, c'est me surprendre et surprendre l'autre. Me surprendre et surprendre l'autre. Donc, soyez dans une ouverture d'esprit. Soyez là
créatrice de votre vie. N'attendez pas que l'un bouge, que lorsqu'il y aura ça, lorsque je serai là, ou quand j'ai entendu cette semaine, lorsque j'habiterai en Israël, les choses vont changer. C'est un système d'excuses. C'est encore une manifestation de l'ego. Faites les choses, n'attendez pas. C'est aujourd'hui et pas demain. En tous les cas, je vous souhaite à toutes, sincèrement du fond du cœur, d'avancer sur ce chemin de vie. Soyez heureuses. Et votre bonheur, il ne dépend que de vous. Certaines vont me dire, mais non, j'ai pas toujours... Soyez heureuse. Être heureuse ne dépend pas de ce que j'ai en face. C'est quelque chose que je décrète, qui vient